Bonjour à tous. Bienvenue donc, à cette table ronde sur le thème « Contrat agile, de sa rédaction au contentieux ». Donc, nous sommes ensemble pour 45 minutes et nous avons le plaisir d'accueillir Sylvia Israël, qui est avocat chez Stob et Associés. J'ai à ma droite Thomas Beaugrand, qui est aussi avocat chez Stob et Associés. Ensuite, Michel Lejeune, qui est coach chargé de la transition agile à la DSI branche service courrier colis à la Poste. Et ensuite, nous avons Pierre Prigoda, donc directeur de projet SI donc du projet Factéo, également à la DSI branche service courrier colis à la Poste. Nous accueillons aussi Stanislas Bocquet, qui est fondateur et président de Palo IT. Et enfin, Frédéric Duflot, consultant méthode et outils, coach agile chez Orange. Voilà. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà suivi les présentations de M. Lejeune et Prigoda de la Poste ce matin sur la contractualisation agile. Et ensuite, nous avons eu aussi une deuxième présentation par les avocats de Stob et Associés. Donc, l'objectif de cette table ronde, on a essayé de trouver un fil conducteur, mais aussi d'avoir de l'interaction avec vous. Donc, on va d'abord démarrer sur une première question. J'ai écouté les deux prestations ce matin et ce qui est revenu régulièrement, c'était la confiance. Donc, pour faire des contrats, d'abord, avant le contrat, il y a la confiance à établir. Donc, je vais poser une question donc, aux avocats. D'abord côté France, et puis ensuite, on donnera la parole à Stan sur la partie internationale, et ensuite, on fera une petite session de questions-réponses. Donc, Sylvia et Thomas, comment, quand vous démarrez un projet au niveau contractualisation, quelles sont, la recette, quelles sont les bonnes pratiques pour créer cette confiance qui est la base de tout? Alors, en fait, notre thèse, en tant que rédacteur et négociateur de contrat, c'est que le contrat est un élément de confiance. C'est un élément qui doit être vecteur de confiance dans les projets agiles, et il ne peut l'être que s'il est agile, d'où la présentation de ce matin. C'est un élément de confiance si le contrat reflète clairement la méthodologie qui a été proposée dans un premier temps par un prestataire ou réclamée par le client, et acceptée dans un deuxième temps par le client, sur les bases clairement établies lors d'une phase de cadrage, lors d'un sprint zéro, en tout cas lors d'une phase, d'un espèce de run initial, pour voir quelle va être la physionomie du contrat et du projet. Et ce qui est le vecteur de confiance, c'est un contrat qui reflète ça. Donc, tout le secret du rédacteur va être de rédiger un contrat qui va pouvoir porter les deux, qui va pouvoir porter le projet dans la durée, mais qui va pouvoir aussi porter le projet tel qu'il sera, tel que sa physionomie sera déterminée à la fin de ce sprint zéro. C'est en ça que c'est un vecteur de confiance. C'est un vecteur de confiance parce qu'ensuite, les deux parties peuvent démarrer sur le projet en sachant que la règle du jeu est conforme à la méthode qui est mise en œuvre. Il n'y a pas de confiance lorsque un des deux protagonistes va se dire « mon contrat, il ne reflète pas exactement la réalité de ce qui va être fait ». La réalité, par définition, on ne la connaît pas par avance, la réalité de ce qui sera fourni. Par contre, la réalité de la méthodologie qui va être mise en œuvre pour arriver à un résultat, qui par définition n'est pas encore défini, c'est cette méthodologie-là qui doit être, qui doit inspirer le contrat agile et qui doit se retrouver dans le contrat agile qu'on va rédiger spécifiquement pour le projet, pour être vecteur de confiance. Ainsi, le prestataire se dira « je m'engage dans un projet sans être exposé à un risque de volte-face du client ». Un risque de, sur des projets qui durent longtemps, on peut avoir très bien des besoins qui vont évoluer. On peut avoir, plutôt que d'avoir, conformément au projet classique, la tentation de cacher ce qui change ou de cacher ce qui ne va pas pour pouvoir tenir les délais, pouvoir tenir les engagements, surtout quand on a obligation de résultat. L'idée, c'est de poser dans le contrat des éléments qui vont pouvoir permettre de se parler et qui vont donc donner effectivité à la collaboration et l'intégration des équipes et au décisionnel qui est le fruit d'un copilotage et d'une co-décision. Donc c'est un changement de paradigme assez radical par rapport au contrat classique, où on est dans un système de navette à chacun avoir ses engagements et à attendre que l'autre remplisse les siens. Sylvia ? Donc le contrat, c'est évidemment un outil de confiance. Ça peut aussi être un outil de défiance, malheureusement, parce que déjà, dans la phase contractuelle, quand on négocie, quand on discute des clauses, quand il y a des avocats dans la boucle, on peut avoir un sentiment que déjà, ça se tend. C'est-à-dire la relation se tend sur des questions qui peuvent paraître virtuelles, qui n'arriveront jamais, où on a l'impression que les juristes cherchent la petite bête et veulent absolument bloquer le projet et que ça peut être un blocage. Donc, effectivement, il faut se méfier de cette phase-là contractuelle parce qu'elle peut tendre les relations. C'est aussi pour ça que c'est très important d'être sûr avant
de commencer à rédiger le contrat, que les deux parties sont bien d'accord sur la méthode, sont bien d'accord qu'on est en méthode agile. Et surtout d'éviter d'imposer à un client, même pour son bien, la méthode agile, parce qu'on a des cas dans lesquels le client se dit tiens c'est sympa, c'est un peu marketing, je vais avoir plus de souplesse, et puis en fait il n'a pas compris ce que c'était, il n'a pas compris qu'il allait avoir un véritable engagement de sa part, de la part de ses équipes. Il se dit que comme d'habitude il va donner le bébé au prestataire et que le prestataire va se débrouiller, mais que s'il a un problème ou s'il change d'avis, bah, finalement ce sera quand même dans le forfait. Donc il faut se méfier de cet aspect-là. Il faut être vraiment certain que le client est bien conscient des implications de la méthode agile et bien volontaire et motivé par cette méthode. Et là seulement on peut rédiger un contrat, parce qu'il y a aussi des clients qui disent oui, débrouillez-vous, faites-moi un contrat, et qui ne liront pas forcément le contrat, ils ne comprendront pas forcément que la méthodologie est différente de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et donc, aux côtés de la Poste, est-ce que vous avez vraiment, quelles sont les bonnes pratiques de confiance que vous avez établies avec votre prestataire là? Quand vous avez parlé tout à l'heure du projet Factéo, avec les personnes qui sont sur site, quels sont, je sais pas, un truc ou astuce qui fait que la confiance a été établie tout de suite? Alors, sur Factéo, moi, ce que j'aurais bien voulu voir apparaître dans la contractualisation, hein, qui n'existe pas là actuellement, c'est la possibilité de pouvoir mixer à la fois des ressources du client et des ressources du prestataire. Ce qui aurait été un élément supplémentaire pour établir un vrai climat de confiance et développer une confiance encore plus importante que celle qu'on a actuellement. C'est-à-dire que sur Factéo, on a un plateau projet d'une 60aine de personnes, on a plusieurs équipes qui fonctionnent en mode Scrum, mais on a clairement des équipes distinctes entre les équipes du client, hein, et qui ont encore les clés du camion sur le développement de certains composants. Hein, on n'a pas donné les clés du projet aux fournisseurs. Donc il y a une répartition en fait, de la production qui est faite entre le client et le prestataire et les fournisseurs. Et par contre, on a des équipes, on ne mixe pas les ressources. Alors, bien évidemment, un élément de confiance, c'est le fait d'avoir sur un même plateau projet toutes les ressources qui soient colocalisées. Ça apporte beaucoup d'éléments de confiance, parce qu'on peut échanger tous les jours sur les sujets qui nous préoccupent. C'est ça l'agilité. Par contre, au sein des équipes, il y a des équipes prestataires et des équipes du client. Et ça c'est un vrai souci. Voilà. Donc ça, c'est une expérience côté France. On a de la chance, c'est que Stanislas Bocquet travaille beaucoup avec l'international, et je lui ai proposé qu'il nous partage, donc du point de vue international, comment on arrive à établir cette confiance-là et la contractualisation sur les projets, et la différence un peu avec la France. Alors, juste en introduction, je risque de perdre ma voix progressivement, parce que les clims m'atteignent un peu les cordes vocales. Moi, je vais vous parler plutôt de nos retours d'expérience sur le marché nord-américain et sur le marché asiatique, qui sont assez différents. On va dire que sur le marché nord-américain, notamment américain qu'on connaît bien, la maturité de la contractualisation agile est plus avancée que ce qu'on observe évidemment en France. Ça fait assez longtemps qu'on contractualise avec des Master Service Agreements qui définissent, on va dire, les grands principes de l'agilité, où en effet, dans ces accords cadres, on retrouve à la fois toute la terminologie agile et on va dire, tout l'esprit à la fois des valeurs portées par le manifeste agile et également des méthodes, et notamment Scrum. Ensuite, on a des protocoles d'accord qui, je rebondis un peu ce qui a été dit ce matin, notamment sur le retour d'expérience de la Poste, sur le fait que dans les protocoles d'accord, on doit retrouver, on va dire, et on retrouve toutes les conditions particulières liées au projet. Et alors, une grosse différence, c'est que le droit anglo-saxon, et notamment enfin, ce qu'on appelle common law, est extrêmement créatif. Et qu'un contrat agile avec des clients américains qui ont déjà un usage assez fort de l'agilité nous permet d'être extrêmement créatifs dans la façon de collaborer, de construire ces contrats, et de façon très pragmatique. C'est-à-dire que là,
on voit qu'en France, aujourd'hui, on est en train de commencer à contractualiser sur des principes de vélocité, de prédictibilité, de qualité, donc sur tout un nombre de KPI. Moi, j'aurais tendance à dire, faisons attention de ne pas créer des usines à gaz qui vont être encore plus compliquées à suivre que des projets classiques. Donc, restons pragmatiques. Et ça, moi, ce que j'ai pu observer aux États-Unis, c'est qu'en effet, on est passé par ce type d'indicateurs et que finalement, on s'en est assez rapidement dédouané, soit pour redevenir, parce que dans la mentalité américaine, très vite, finalement, quand on voit que ça marche, bah, finalement, continuons et accélérons. On ne se pose plus trop la question de... En fait, la confiance a été établie parce qu'on a eu une première expérience, on a eu une preuve que ça marchait. Les équipes ont appris à travailler ensemble. Et là, la mentalité, elle est très importante parce que d'un seul coup, en fait, il y a un déclic qui se fait et d'un seul coup, ils en veulent de plus en plus parce qu'ils voient que ça marche. Et dans tous nos business, il y a quand même cette problématique de go-to-market ou time-to-market. C'est-à-dire que quand ça marche, c'est une façon, et dès qu'on peut accélérer, c'est une façon d'aller prendre des parts de marché. C'est des façons aussi d'être plus performant. Et ça, dans la mentalité américaine, c'est extrêmement présent. Alors après, il y a d'autres modes contractuels que j'ai observés et qui sont de plus en plus le cas. C'est que, évidemment, qu'on arrive à co-créer ensemble et que tout le monde est orienté vers les mêmes objectifs, bah, vient la question de la valeur et du partage de valeur. Dans beaucoup de contrats avec des clients américains, on peut avoir ce principe. C'est plus du bonus-malus, c'est vraiment comment on se partage la valeur ajoutée du produit qui est créé. Donc moi, j'ai des clients américains avec qui, finalement, on prend un fee sur les transactions qui sont opérées par les applications qu'on a développées pour eux. Donc, et aujourd'hui, notre modèle de contractualisation, c'est au success fee. Donc là, clairement, on est dans des orientations qui sont extrêmement win-win pour les deux parties, où on a les équipes qui travaillent sur le même objectif. Alors, je reviens. Après, ça demande aussi une évolution plus globale aussi de la culture de l'entreprise, plus globale aussi sur les principes de rémunération des managers dans les entreprises. Donc ça, c'est aussi un point qui est, je pense, compte tenu du contexte français, plus long à mettre en œuvre. Je pense que ça sera un sujet complet voilà. à aborder. Voilà. Juste sur l'expérience asiatique, donc autant vous dire que l'agilité, alors je parlerai d'expérience parce que nous on est présent sur Hong Kong et sur Singapour. Je ne vous parlerai pas du Japon ou de la Corée qui sont d'autres types d'environnements, mais bon, que ce soit sur Hong Kong ou sur Singapour, on est également régi par du common law, donc très en droit anglo-saxon. L'agilité est quelque chose qui est complètement nouveau, donc qui n'est pas forcément un gros sujet d'ailleurs au vu des Asiatiques qui connaissent de la croissance depuis longtemps. Aujourd'hui, l'agilité pour eux, c'est finalement ça va me permettre de rapporter combien, ça me permet, voilà, c'est qu'est-ce que ça me rapporte. Donc il faut leur apporter cette preuve-là. Et donc d'un point de vue contractuel, il faut tout de suite être sur des indicateurs business. Donc plus forcément sur des indicateurs de méthodo, de productivité. Donc il faut apporter la preuve très rapidement de combien ça va rapporter. Qui est un vaste sujet dans l'agilité. Le retour sur investissement. Je conclurai sur l'Asie, c'est que forte appétence sur tout ce qui est nouveau, forte appétence sur quand on apporte finalement des solutions qui permettent de rapporter plus. En termes de contractualisation, la maturité est moins forte. C'est faisons simple, mais faisons vite et que ça rapporte. Merci beaucoup. Alors, avant de passer sur la partie où on va dériver plutôt sur les difficultés, est-ce que vous avez dans le public une question sur cette partie de création de contrats basés sur la confiance? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer? Ah, il y a monsieur là. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, j'avais une petite question. C'était justement... Parlez le micro plus... Voilà. C'est bon, vous m'entendez là?
Moi j'avais une petite question, c'est est-ce que justement ça permettait de casser un peu ce choc des cultures? Parce que justement je me doute qu'avec l'Asie ça doit être un peu plus compliqué. Parce que tous les pays nord-américains, bon, je me doute que c'est déjà acquis, hein, notamment avec l'anglais, mais justement est-ce que l'agilité ça permet pas au niveau des contrats de casser un peu cet aspect culturel? De se dire justement que ça s'incrémente très bien pour la création d'un contrat. Alors, qui veut répondre chez nous? Moi, j'ai juste un élément de réponse, c'est presque la question de l'œuf et de la poule. C'est est-ce que le contrat va favoriser le changement des mentalités ou est-ce que le changement des mentalités doit être préalable au contrat pour que le contrat fonctionne? C'est un peu ça la question en fait. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, quand on en discute en interne, le contrat est un élément du changement de mentalité. Donc il faut arriver à produire des contrats. C'est pour ça que l'initiative Xebia est intéressante, parce que même si le contrat n'est pas parfait, ça adresse les points essentiels et ça donne un standard sur le marché. C'est bien de l'avoir diffusé comme ça donne un standard, ça permet déjà que le marché discute autour d'une première forme contractuelle. Et j'aurais tendance à dire, ça se fait presque de manière itérative. Il va y avoir des progrès au niveau des rédacteurs contractuels qui vont permettre d'entériner un peu plus sérieusement et de manière un peu plus sécurisée au niveau juridique la mise en œuvre des méthodes agiles. Et puis, il y a un effet d'entraînement. Quand les premiers projets agiles portent leurs fruits, il y a des gens qui sont satisfaits, qui veulent donc y retourner, qui développent de l'agilité en interne côté client-utilisateur. Et c'est petit à petit que ça se fait. Donc, le contrat, le jour où il y aura des standards de contrat agile, les standards, c'est limité, hein, on parle d'agilité, donc la notion même de standard est relative. Mais une fois que quelques standards se seront multipliés sur le marché, le contrat agile, tel que reconnu par la communauté juridique, en fait, et sanctifié par le juge, là, oui, ça devient un élément de confiance. Au début, c'est vrai qu'il faut un élément de confiance avant même ça pour accepter de signer un contrat agile. Oui, moi, j'ajouterais juste que la confiance est déjà une valeur intrinsèque de l'agile et nécessaire à ce que l'agile se passe bien dans un projet, même sans parler de contractualisation. Et ce qui est important, je pense, dans un contrat et qui fait que justement, qui va dans le sens de tout ce qui a été dit et que la confiance s'installe assez rapidement, c'est qu'il faut qu'il y ait dans le contrat tous les aspects méthodaux. Et je dis bien les aspects méthodaux, parce que dans le contrat tel que joue Xebia, tel qu'on en parle, normalement la méthodo est décrite en annexe, hein, elle peut se décliner Scrum, comment, machin, mais que tous les aspects qui créent la confiance, méthodologiques qui créent la confiance dans un projet, je dirais, hors contexte de contractualisation, on les retrouve dans le contrat. Dans le contrat, j'ai bien dit, là où ce n'est pas modifiable, de manière à ce que la confiance puisse s'établir, parce qu'il a fait un cadre qui sert de garde-fou aux deux parties. D'accord, merci. Donc, on a vu que ça partait sur des bonnes bases quand on a la confiance, quand on a la collaboration, la coopération. Mais bon, on a tous vécu, et en tout cas sur certains ici sur la table ronde, on a proposé de voir qu'est-ce qui est l'élément déclencheur, ou quels sont les éléments déclencheurs qui fait qu'au bout d'un moment, on perd cette confiance, on perd cette coopération, on perd cette collaboration. Donc voilà, et qui fait que derrière, on va peut-être avoir cette médiation qui va être nécessaire. Mais donc voilà, peut-être partager dans les projets, qu'est-ce qui a fait que cette confiance a été perdue et que ça devenait plutôt conflictuel. Tu veux répondre, Frédéric ? Déjà, je vais reprendre un exemple que vous avez donné tout à l'heure sur le fait que le contrat n'ait pas été partagé avec le client. Donc, on a un client qui dit on part en agile, il dit c'est super, de toute façon, c'est la liste au Père Noël. On a des équipes de développeurs qui sont à sa disposition, qui ont envie d'aller de l'avant. Et parce qu'ils ne partagent pas la méthode, parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils devaient faire, parce qu'il n'a pas lu le contrat, les équipes vont de l'avant, ils vont tellement vite que lui, il n'est pas à disposition. Et du coup, ce qui se passe, c'est que on a quelqu'un qui était censé être à la disposition de l'équipe, elle avance, elle ne partage pas sa vision, et puis finalement, on se retrouve 3 semaines plus tard à livrer le produit qui n'est pas ce qu'il attendait, parce qu'il n'a pas joué le jeu. Et quand on lui dit, Terreur, ce qu'il y avait dans le contrat, tu n'as pas joué ton rôle, c'est là où on arrive sur des problématiques. Alors moi, je n'ai pas vécu du vrai contentieux, où je pourrais parler en off, mais ce qui s'est passé pour moi, c'est de dire au client, attends, ensemble, on va se mettre autour de la table, et puis ce contrat qui a été écrit, c'est ça qui est important, entre des juristes, parce que le chef de projet, alors je ne sais pas s'il y a des chefs de projet dans l'assistance, côté société de service, moi j'ai été donc Scrum Master ou chef de projet, mais moi en face de moi, j'avais un chef de projet, j'avais ni le commercial de la société pour laquelle je travaillais, ni le juriste,
Et nous, on ne sait pas le contrat qui était. Donc c'était intéressant qu'on se mette autour de la table, nous, l'équipe, la réalisation, les grouillons en quelque sorte, pour dire mais qu'est-ce qui a été défini entre nos entreprises et quel est notre cadre de travail. Donc ça Notamment, correspond à ce que Thomas Beaugrand a dit ce matin, qu'il y a vraiment ce changement de mentalité entre la direction, les juristes, les équipes, que tout le monde soit au courant déjà en interne pour qu'on sache qu'on travaille dans la même philosophie. Et notamment, je dis ça pour les agilistes qui adorent et qui embrassent la méthode. Moi, j'ai côtoyé des développeurs qui embrassaient tellement la méthode qu'ils étaient à disposition du product owner, donc c'est le représentant client qui est là pour assurer le backlog et leur dire ce qu'il veut, qui était tellement à disposition, tellement transparent qu'on en venait à des dérives où finalement la société pour laquelle il travaillait ne savait plus ce qu'il faisait pour le client. Et c'était vraiment, il y avait un court-circuitage du contrat et il y avait des fonctionnalités, il y avait du travail qui était offert au client sans que la boucle soit totalement en place. Plus on a eu un petit échange tout à l'heure sur ça, il y a eu des échanges de mails à des moments où dire ah oui pardon, un petit échange, je me suis trompé sur la fonctionnalité, et puis un petit mail qui est échangé comme ça, justement on en parlait tout à l'heure, j'ai vécu cet exemple-là où finalement un développeur a reconnu par écrit, par mail, alors qu'on était dans un contrat au forfait agile, mais engagement de résultats par sprint, et donc toute trace, déjà tout était mis dans notre référentiel, mais cette trace-là, potentiellement, s'il y avait eu un contentieux, pouvait jouer contre nous. Sylvia, vous voulez rajouter ? Oui, effectivement, c'est un sujet très important, le traçage de tout ce qui se fait. C'est-à-dire que quand on est dans le feu de l'action, on peut écrire des mails, même commercialement, on peut essayer de sauver le projet comme ça. Et puis, si jamais on ne sauve pas le projet et que ça se retrouve devant un expert judiciaire, là, ça prend une toute autre tournure, parce que l'expert judiciaire, il va voir arriver à peu près ça de pièces. Et dans les pièces, il va regarder les échanges et il va voir si effectivement il y a eu des reconnaissances de responsabilité de part et d'autre. Donc, il faut être extrêmement vigilant vis-à-vis de ça, que ce soit en projet en V d'ailleurs ou en agilité. En agilité, il y a moins d'écrits, donc il y a peut-être moins de risques d'écrire des bêtises. Mais il y a un autre piège qui est qu'une fois qu'on est devant le juge et devant l'expert judiciaire, s'il n'a pas d'éléments écrits, il va revenir à ses, j'allais dire vieilles lunes, c'est méchant, mais à ses principes fondateurs, à son ADN, comme on dit, c'est-à-dire à ses habitudes, qui sont les paradigmes du projet classique en V. Donc effectivement, là où ça pêche en agilité, là où ça risque de pêcher en agilité, nous on a vu 3 cas principaux. C'est le client qui n'a pas compris que c'était de l'agilité, ou qui ne sait pas ce que c'est, donc qui ne participe pas suffisamment, qui n'est pas coopératif, qui s'attend à voir arriver le produit tout cuit. Il y a le prestataire qui croit qu'il fait de l'agilité, mais qui ne fait pas de l'agilité, ou qui fait de l'agilité sans le savoir, un petit peu les deux. Et on a déjà vu des gens nous dire qu'ils faisaient de l'agilité alors qu'ils faisaient juste marcher la machine à avenant, parce qu'ils considéraient que régie et agilité, c'était la même chose. Qu'il y a une grande confusion potentiellement sur ça. Et donc ensuite, quand on se retrouve devant l'expert judiciaire ou au tribunal, on repart sur les principes du contrat en régie. C'est bon ? Petite précision, ça c'est la typologie des problèmes qu'on a rencontrés jusqu'à présent. Une petite précision sur le sujet qu'évoquait Sylvia, sur les pièces qui vont être produites en contentieux, si tant est qu'on est en contentieux judiciaire. Donc normal, on va se retrouver en expertise. Sur un des contentieux dont on a eu à connaître au cabinet, on s'est retrouvé, heureusement on n'est pas parti en expertise, d'ailleurs j'avais tendance à dire aux clients, si on part en expertise, vous inquiétez pas, on repartira chacun 50-50 de responsabilité. L'expert ne saura pas bien exactement comment ça s'est déroulé, et c'est un projet en plus où les deux parties ont fini par travailler chacune en agilité, mais chacune de son côté en agilité. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'agilité. Mais pour en revenir sur le point très précis des pièces qui vont être produites en contentieux judiciaire, c'est un contentieux, on s'est retrouvé à produire des photos des post-it qui étaient sur les murs, l'enregistrement du wiki. Le wiki, il faut vraiment le sauvegarder, et dans le contrat, il doit y avoir un élément qui dit qu'est-ce que signifie une acceptation au sein du wiki et qu'est-ce que ça engage, qu'est-ce que ça signifie sur le plan du projet. Donc il faut sauvegarder les wikis, c'est antinomique avec la philosophie agile et l'objectif qui est effectivement de la création et du partage de valeur. Peu importe ce qui est écrit, le principal c'est d'arriver à bon port. Oui, mais comme il y a la perspective, il y a toujours la possibilité du contentieux et la possibilité que l'un des deux protagonistes cesse de suivre la règle du jeu, parce que c'est une règle du jeu la méthode, il faut tracer. Et on se retrouve à prendre des photos des post-it, à sauvegarder les wikis. Et tous les outils originaux et nouveaux propres à l'agilité peuvent être produits en justice et peuvent valoir preuve. Donc il faut juste adapter ce dispositif probatoire aux outils nouveaux liés à l'agilité. Donc ce que je propose, c'est qu'on passe aux questions. Pardon ? Moi, je veux faire les post-it
Sans photo, les post-it? Mais après, c'est devant le tribunal, c'est vous qui irez dire ça au juge. C'est pas moi. C'est-à-dire que vous irez devant le juge et vous lui direz, moi, je suis agile, je fais pas de photos de post-it. Mais je suis d'accord avec vous. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais c'est pas aux développeurs c'est pas aux développeurs de se préoccuper de ça. C'est-à-dire que le développeur, quelle que soit la méthode d'ailleurs, le développeur il n'a pas du tout à réfléchir à qu'est-ce qu'il faut que je sauvegarde au cas où le client nous claque dans les mains et qu'on ait un contentieux. Sauf si il y a quelque chose au sein de l'entreprise qui dit c'est un process normal, il ne faut pas s'inquiéter, c'est la documentation du projet. Ouais, mais regardez. Regardez, j'ai l'exemple parfait. Un contentieux où le prestataire a consommé 15 jours, enfin je l'exprime en jours, mais en gros un certain nombre de points de complexité, a stabilisé un socle technique qui lui était fourni par le client. Et quand ils ont dealé le contrat, le socle technique était censé être parfaitement opérationnel et parfaitement maîtrisé par le client. Il s'est avéré sur place, sur le terrain, que ce n'était pas le cas. Et le prestataire a eu la gentillesse de dire bougez pas, je vais vous le mettre à niveau, votre socle technique. Ce faisant, il a bouffé 200 points de complexité. Et à l'arrivée, quand il s'agissait de livrer un volume fonctionnel à une date fixe, par définition, toutes les fonctionnalités ne pouvaient pas y être. Et il fallait quand même que le prestataire dispose d'un moyen pour pouvoir dire au client, ne me reprochez pas de vous livrer toutes les fonctionnalités à telle date, puisqu'on a consommé un certain nombre de points de complexité, à stabiliser le socle que je n'aurais pas eu à stabiliser au départ. Si vous n'avez pas un minimum de documentation, ne serait-ce qu'un email qui dit « Ah bah ouais, client, on va stabiliser votre socle technique, mais ça va du coup taper dans les points de complexité dont on est convenu », vous risquez fort d'être coincé à la fin par le client qui vous dit « Moi je m'en fous du temps que vous avez consacré au socle technique, vous m'avez promis un résultat pour telle date ». Alors, dans quel ordre? Donc Sylvia, Stan et donc ça donne. Ouais. Non, ce que je veux juste dire, c'est qu'on ne vous reproche pas de faire de l'agilité. Je sais très bien comment ça fonctionne et vous avez raison. Vous avez totalement raison. Et ça devrait marcher comme ça et on ne devrait pas prendre de photos et on ne devrait clairement pas envoyer de mails. Et dans un monde idéal, voilà. Seulement, je vous dis simplement, la contrainte qu'on a, nous, ensuite, quand on se retrouve devant un tribunal. C'est tout ce qu'on vous dit. Donc, si vous estimez que... Mais non, mais on n'est pas des magiciens. Attends, non, mais... Attends, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est absolument pas une guerre de juristes et de développeurs. Ce qu'on vous dit simplement, on vous parle juste de nos contraintes. On vous dit, et moi ça va tenir en une phrase, si vous fonctionnez comme ça, il n'y a aucun problème pour moi, mais ensuite vous devez avoir conscience, non pas confiance, vous devez avoir conscience que si ça va au tribunal, ça va peut-être être un problème. Mais vous pouvez continuer comme ça, et j'ai tendance à vous dire, c'est ça l'agilité. Mais ayez juste conscience de ça, et c'est pour ça que je voulais parler de la médiation et qu'on va en reparler, c'est que ça peut être une façon de s'éviter des problèmes ensuite. Mais encore une fois, ce n'est pas une lutte de juristes contre développeurs, et je suis tout à fait d'accord avec vous, et franchement, si je suis là, c'est parce que l'agilité, ça m'intéresse beaucoup. Mais je vous le dis simplement, ayez conscience des conséquences. Alors, ce que je vous propose là, parce qu'il y a Pierre et Stan qui veulent répondre, donc on va les laisser répondre. Puis ensuite, il y a une autre question dans le public. Donc alors, Pierre. Alors, un élément de réponse par rapport au cas qui a été évoqué tout à l'heure, le socle technique qui n'est pas stabilisé. Nous, on a eu le cas, bien évidemment. Et ce que nous a dit le fournisseur, c'est qu'effectivement, il faut transformer en user story technique. Faut traduire en user story technique la stabilisation du socle. Et c'est par ce biais-là. Donc, encore une fois, c'est une question de confiance. Puisque, voilà. Et donc, à plusieurs reprises, on bouffe du point fonctionnel pour stabiliser de la technique. Mais si ce n'est pas tracé, effectivement, on peut se retrouver dans des cas de contentieux. Alors, je passe la parole à Stan et après, on prend l'autre question pour qu'on puisse gérer le temps. Oui, donc en fait, ce que j'essaie de nous expliquer nos gentils amis, les juristes, c'est qu'en effet, tout peut servir de preuve à bon et à mauvais escient. Donc je pense qu'il ne faut pas du tout entrer dans une parano. Le contrat agile doit nous permettre et doit en effet... Enfin, ce qu'on doit avoir, en fait, c'est une échelle
des éléments de preuve. Et donc ça, on peut en effet le borner dans les contrats, c'est-à-dire qu'on ne va pas commencer à tracer tout, à faire des photos de post-it, enregistrer les poker planning, on ne s'en sortira jamais. Par contre, en effet, le contrat doit être un cadre, il doit rester pragmatique, et dans lequel, en fait, on doit tout simplement retrouver les principes de gouvernance et de la relation entre le partenaire, entre les partenaires, et pas le prestataire et le client. On a des cérémoniaux qui nous permettent de formaliser de façon simple, finalement, l'état d'avancement, donc à travers donc les rétrospectives, les comités de pilotage. Et donc là, il faut en effet être assez vigilant sur ce qu'on met dans ces cérémoniaux et les types de livrables qu'on produit qui pourront servir d'éléments de preuve et de prioriser en fait ces comptes rendus, notamment d'un point de vue contractuel, sur leur degré, on va dire, d'importance de preuve d'un point de vue juridique. Mais je pense que nous, dans les contrats, on priorise ces éléments de reporting. Le wiki étant franchement quelque chose qu'on met assez bas parce qu'on peut retrouver tout ce qu'on veut. Après, mais c'est comme dans n'importe quel type de projet. Hein, donc, je pense qu'il ne faut pas rentrer dans cette parano. L'agilité a quand même pour objet de se focaliser sur le plus simple, la création de valeur, et éviter un maximum de docs qui ne nous servira à rien. La documentation est bien souvent vue comme quelque chose d'extrêmement fastidieux. Notre focus reste le produit, reste la satisfaction client. Bornons-nous juste à mettre quelques éléments de rétrospective qui permettront de... Alors, parce que là, vous voyez, on est parti, ce qu'on se disait en préparant la table ronde, c'est qu'on pouvait en faire une matinée entière. Donc, bon, on va essayer de gérer le temps. Il y avait une question là. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Je ne suis pas dans l'esprit de travailler en agile. D'accord. Ok. Voilà. Bon, ben merci. Il y avait une autre. Allez. Ouais, vas-y, tiens. Ouais. Voilà. Moi, je débarque peut-être, mais je suis un peu choquée de voir qu'il y a des projets qui finissent au tribunal. J'avais jamais entendu ça. Voilà. Alors, j'ai une première question. Je suis un peu dépassée. C'est au niveau des valeurs, en fait. Customer collaboration over customer negotiation. Où est-ce qu'on en est? Quelles sont les limites? Et derrière aussi, la question que je me pose, c'est finalement, on décide de choisir les méthodes agiles. C'est quelque chose qu'on donne au client. On va lui permettre d'ajuster son projet au cours de route. Finalement, si le client n'est pas agile, s'il en a rien à faire et s'il veut négocier à la fin, pourquoi pas le laisser traîner dans son waterfall et puis c'est tout. Bon. Frédéric, tu veux répondre? Déjà, il ne nous reste que 11 minutes. Donc, j'aimerais continuer cet échange avec certains d'entre vous que je connais de loin et vraiment pour partager avec vous ce que j'ai mal vécu pendant 3 ans dans une société de service. Ce que vous dites quand vous parlez de client, je ne sais pas de qui vous parlez. D'accord? Vous êtes client dans le restaurant, mais le serveur qui est devant vous, ce n'est pas le gérant. D'accord? Donc, le product owner que vous voyez en face de vous, ce n'est pas le client. Ce n'est pas celui qui a signé. On a beau être agile et son product owner, derrière lui, il y a un chef de projet, il y a un directeur de projet. Vous-même, vous êtes peut-être Scrum Master, vous êtes peut-être chef de projet. C'est-à-dire qu'on est en train de vous endosser une responsabilité sur l'équipe. On a beau être agile, c'est pour votre pomme s'il y a une dérive sur le projet. Moi, j'étais Scrum Master, chef de projet, ce qui est horrible. J'étais schizophrène. Mais quand on a eu du retard, j'étais transparent, je l'ai dit au client, je l'ai dit à ma direction. On a eu du retard, du coup, c'est remonté, ça a escaladé. Sur 3 sprints, on a perdu 5 points. Oh, c'était terrible. De suite, c'est remonté à un très haut lieu. Alors, je ne sais pas si les gens étaient à l'aise dans la salle, mais bon, voilà.
Mais tout simplement parce qu'on n'avait pas partagé sur la méthode. C'est remonté assez haut. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas au courant et parce qu'on a traversé les strates classiques d'une société de service vis-à-vis d'un client classique où le client, à un moment donné, c'est l'acheteur. Et lui, il n'a rien à faire de ce qui se passe en dessous. Heureusement, ce qui nous a sauvés, c'est qu'on avait dit dès le début du projet qu'on était en co-construction sur le contrat. Donc on a itéré pendant 3-4 mois et ça a permis justement de ne pas aller jusqu'au contentieux, c'est de dire ça y est, on est arrivé sur un problème. Effectivement, notre contrat, il faut encore l'améliorer. Et on l'a amélioré, on a trouvé une solution. Mais j'ai vécu quand même quelque chose d'assez terrible pendant 2 ans parce que j'avais des gars qui avaient envie d'aller de l'avant et de par le référentiel de la société de service, de par le référentiel qui était demandé par Thales Alenia Space, on avait obligation de faire des photos parce que dans leur référentiel, parce qu'on est dans du spatial, il y a un minimum de preuves à apporter. Par contre, on a été intelligent pour au moins, c'était des photos. C'était que ça, quoi, au début. Après, on a optimisé ça avec des outils, mais il y avait un minimum de preuves à donner. Chaque jour, je faisais une photo des scrum boards. Voilà, j'ai vécu ça, quoi. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut le faire, hein, et je ne vous dis pas que c'est la bonne agilité, mais je dis que pour en faire, parce qu'on a voulu aller de l'avant, en tout cas, avec ce product owner, on a essayé, nous, à notre petit niveau, d'aller de l'avant par rapport à ce qui était au-dessus. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui là, avec ces premiers échanges, c'est que l'agilité, c'est dans les équipes projet, on est tous convaincus que la confiance, elle est là de base, puisque c'est les valeurs de l'agile avec la collaboration, la coopération, etc. Et bien, comme ce que disait ce matin l'avocat, c'est qu'on a besoin de transformer l'entreprise. Parce que c'est l'entreprise qui doit être dans cette philosophie agile. Et aujourd'hui, en toute conscience, on est en 2014, on n'en est pas encore là. Mais voilà, on est précurseur, on est en train de le faire sur les projets, ça commence à monter dans les services, dans les départements. Et voilà, ce que je peux dire avant de passer sur la dernière partie de cette table ronde, c'est qu'il y a une nécessité d'embarquer l'entreprise à tous les niveaux, que ce soit la direction générale, les juristes, les achats, tout le monde, pour qu'on soit dans cette philosophie agile. On a encore du travail, donc je pense qu'on en fera une autre table ronde là-dessus. Oui, une question? Oui, juste une question. J'ai entendu tout à l'heure, contrat agile sur un ensemble fonctionnel à date fixe. Non, timeboxing en gros, c'est pas l'ensemble fonctionnel à date fixe. Il y a eu le calendrier qui a été fixé. Ce qui est livré en fonction des différents jalons était par nature évolutif, puisqu'on était en agilité. Donc c'est pas un ensemble fonctionnel? Non, c'est pas un ensemble fonctionnel à date fixe. Avec un engagement sur un an? Non, c'est bien ce que j'ai dit ce matin dans ma présentation. Ça m'intéresse et je me suis dit, oui, une promesse que j'ai jamais réussi à tenir. Je me suis mal exprimé, ou voilà, peu importe. Mais non, il n'y a pas d'engagement fonctionnel sur un volume fonctionnel à date fixe. C'est par définition, c'est l'inverse. À date fixe, il y a un engagement sur un ensemble de points de complexité ou de valeur métier. Le contenu fonctionnel sera variable. Ça, on est bien d'accord. Mais justement, c'est des choses qu'il faut mettre dans le contrat. On parlait de preuves tout à l'heure. Je ne suis évidemment pas en train de préconiser de prendre des photos des murs en post-it. Mais ce qu'il faut faire dans le contrat, on retombe sur le contrat, c'est créer dans le contrat une convention de preuve. Une clause qui, comme le disait monsieur, va dire, dans ce projet spécifiquement, les comptes rendus des comités, la sauvegarde versionnée du wiki vaudront preuve de ce qui va être décidé, copiloté, co-décidé. Okay. Alors, encore une question, Renaud? Mais le micro, parce que sinon on n'entend pas. Alors, il peut y avoir donc un conflit d'intérêts. Moi, ce qui m'embête aussi, c'est quand vous avez dit il y a un développeur qui a envoyé un email pour reconnaître qu'ils n'avaient pas développé comme il fallait la fonctionnalité, etc. Et que vous dites qu'il ne faut pas faire ça. Alors, si les gens sont là-dessus, on tue la communication, parce qu'on va s'envoyer des emails de langue de bois, et il n'y a pas de confiance. Parce que moi, je suis le client en face, et je vais vous demander d'écrire tout, de me faire des comptes rendus dans toutes les réunions, de tout m'envoyer, je veux faire des post-it, je vais même vous espionner si je peux, parce qu'en effet, j'ai mes avocats de l'autre côté qui me demandent la même chose. Qu'on se comprenne bien, on ne dit pas que c'est ce qu'il faut faire, on dit que c'est ce qui se produit aujourd'hui quand un projet agile arrive devant les juges. Moi, je vous propose peut-être une autre façon de procéder, je ne sais pas si c'est applicable. Je fais partie, je suis propriétaire, donc il y a un syndic. Et ce qu'on fait chaque année, c'est que le syndic demande à avoir un quitus sur ce qu'il a fait, après, ça nous empêche de pouvoir nous retourner contre lui. Je pense que dans l'agilité, pour pouvoir fonctionner, il faudrait pouvoir donner aux prestataires de dire à telle fin de sprint, à telle fin de release, le client donne quitus
à son prestataire, il a fait son boulot, je ne peux pas me retourner contre lui. Par contre, tant que le prestataire n'a pas le quitus, il prend un risque. C'est la notion d'acceptation un peu. Non, mais d'acceptation, ça va un peu plus loin. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de bataille juridique. En tout cas, la bataille juridique peut se déclencher soit sur le dernier sprint, soit sur la release en cours, qui est un enjeu financier très faible par rapport à un ensemble de projets. Mais au moins, ça permet de travailler sur la confiance. Parce qu'il n'y a plus besoin de prendre de photos, de choses comme ça. Il y a un quitus qui est donné à telle date, il y a une signature, et puis voilà. On est d'accord sur cette notion de quitus, et c'est pour ça qu'on dit cette notion d'acceptation, elle va sécuriser le prestataire si elle est contractualisée. Et si dans le contrat, le client sait, s'il reconsulte le contrat, il sait qu'à un moment, il y a eu acceptation de son product owner, il y a un effet cliquet. D'accord, mais il n'y a pas besoin de prendre de photos, c'est pour éviter ça. C'est pour éviter ça. Je vous dis encore une fois, rassurez-vous, c'est juste des témoignages qu'on a, on arrive à s'échanger des preuves qui sont des photos de murs post-it. Donc c'est juste pour éviter ces extrémités diaboliques qu'on dit il faut penser à faire une convention de preuve dans un contrat agile pour justement prévoir ce qu'il faudra preuve. Mais la preuve, c'est juste d'avoir un quitus. C'est juste un papier, c'est pas un ensemble de wikis. Je vous propose, alors il reste 4 minutes, donc Sylvia va répondre. Après, continuerez pendant la pause. Parce qu'après, on va juste en tout cas, juste un dernier mot, je ne sens pas la confiance. Il y a eu un beau discours sur la confiance, et après, j'entends un autre discours où je ne vois plus du tout cette valeur de confiance. Là, Alors, d'abord, je tiens à préciser qu'on est venu en paix. Oui, désolé, je ne suis peut-être pas habitué comme vous à parler en public. Non, mais je comprends très bien votre difficulté et c'est l'image que je donnais tout à l'heure du pompier. C'est-à-dire que nous, on est des pompiers, on a vu des immeubles flamber. Donc, notre position, elle est forcément méfiante, elle est forcément inquiète. On veut simplement vous faire passer le message suivant, et c'est le message que je vais faire passer. Voilà, c'est que, ça, vous voilà, la je fais ma synthèse. C'est que l'agilité telle qu'elle a été construite, elle s'est construite en réaction à un système qui avait des dérives, mais elle est aujourd'hui culturellement inadaptée au contentieux judiciaire tel qu'il est mené aujourd'hui. Voilà. Ce que je veux que vous ayez conscience, c'est juste de ça. Ça veut dire que vous avez absolument raison de fonctionner comme vous fonctionnez, puisque vous faites de l'agilité. Vous prenez juste un risque, c'est que si ça dérape et que si ça va au contentieux judiciaire, et ben vous ne serez pas compris par le contentieux judiciaire. Donc moi, ce que je vous dis, et c'est mon message, c'est si vous détectez des dérives relationnelles que vous n'arrivez plus à gérer en termes d'agilité, que vous sentez que vous êtes dépassé, il faut très rapidement tirer la sonnette d'alarme pour pouvoir éventuellement aller à la médiation d'abord. Parce que la médiation, et c'est aussi pour ça que j'étais là, c'est un mode alternatif qui peut encore sauver un projet agile, parce que ça va être dans l'humain, dans l'échange, ça va être dans une discussion où on n'aura pas besoin de photos de post-it, on n'aura pas besoin de backlog, on n'aura besoin de rien du tout, on aura juste besoin de comprendre ce qui s'est passé. Et que seulement si on échoue à la médiation ou seulement si on échoue à la négociation, alors on prend le risque d'aller au contentieux judiciaire en ayant conscience, en gardant en mémoire que ça peut tourner au vinaigre parce qu'il y a un problème culturel. Voilà. Donc alors, ce que je propose, c'est qu'à chaque personne de la table ronde, une phrase de conclusion sur un message qu'elle veut transmettre à l'Assemblée, au public. Et puis ensuite, on a 1h15 de déjeuner, donc n'hésitez pas à venir les voir si vous avez envie de discuter. Donc Michel, une phrase ouais, moi, ce que m'inspire ces débats, en fait, hein, quand j'écoute tout ce qui se dit là, et d'ailleurs, ça rejoint un peu le principe d'Ackman, hein, je pense que vous connaissez tous, c'est-à-dire que 60% c'est avant le lancement du projet, et là je m'aperçois que finalement les couacs, c'est des conséquences du fait qu'on part sur de mauvaises bases, soit une incompréhension de l'agilité des parties, soit un contrat qui est mal foutu, parce que pour reprendre ton expression dans la langue, un contrat bien foutu, il y a un cliquet anti-retour sur chaque sprint, et normalement on ne doit pas revenir là-dessus. Et puis il y a tous les éléments justement pour éviter d'arriver. Enfin, j'ai envie de dire aussi, le contrat, on le fait dans l'esprit qui servira justement jamais, et qu'on ne sera pas obligé de faire des photos et des trucs comme ça qui effectivement n'ont aucun sens pour tout. Pierre, une phrase de conclusion ou de message Oui, juste ma vision très opérationnelle des choses. Je pense que la colocalisation sur un même plateau de l'ensemble des équipes, fournisseurs et clients, c'est un élément fondamental dans le développement de la confiance. Quand on en arrive au contentieux, effectivement, j'ai bien entendu. Mais la colocalisation, c'est quelque chose de très important. Merci. Frédéric, un mot de conclusion, si tu as envie, pour partager. Il y a encore du chemin à faire. Oui.
Stan? Non, mais le sujet là aujourd'hui, c'était Oui. la contractualisation. Moi, je dirais juste que le contrat est un élément indispensable de toute façon à avoir avec nos clients. Que le sujet il est beaucoup plus global. Hein. Quand on parle de confiance, là, on parle vraiment de transformation d'entreprise, de culture d'entreprise, de culture individuelle. Donc c'est surtout ça qui nous drive. Le contrat doit être juste un élément qu'on doit valider pour pouvoir construire une relation dans la durée basée sur la création de valeur avec nos clients. Je pense qu'il faut faire preuve de ténacité, de pragmatisme, de pédagogie. On est surtout là pas pour évangéliser, parce que j'entends un peu trop ces mots-là. Faisons de façon pragmatique, c'est-à-dire construisons avec nos clients, partons souvent de leur existant plutôt que de partir avec nos modèles. Nos clients ont un fort patrimoine, un fort historique. Accompagnons-les dans la transformation, partons de leur existant et ensuite apportons la preuve par l'exemple que ça marche et construisons avec eux ces nouveaux modèles. Merci beaucoup, Stan. Un petit mot de la fin? Oui, c'est juste pour dire, voilà, les méthodes agiles s'inscrivent dans tout ce qui est création collaborative, partage de valeurs. C'est quelque chose de nouveau et c'est indispensable selon nous dans les temps troublés qui sont les nôtres. Donc, nous sommes, nous, juristes auxiliaires de justice, volontaires sur la nécessité de traduire ça en droit. Parce que le contrat doit participer de la propagation des méthodes agiles et plus généralement de cet esprit de création collaborative et contributive et non pas être un obstacle. Donc en gros, il vous faut, à vous et nous, juristes, apprivoiser le contrat pour éviter qu'il nous explose à la tête, à vous et à nous, devant le juge qui, lui, ne sera pas sensibilisé à ça avant encore 10-15 ans. Merci. En tout cas, merci à tous. Merci pour les participants. Et bon après-midi.